Michel Dali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'au vu de ce qu'il se passe là actuellement, est-ce qu'on court à la catastrophe, comme l'a dit sur notre plateau jeudi dernier l'ancien président Laurent Gbagbo? Oui, ça c'est certain, on est en plein dedans, je dirais, mais cette catastrophe peut effectivement s'aggraver. Comme l'a dit un de vos interlocuteurs à Abidjan, c'est la situation inverse de 2010-2011. Il y a deux légitimités, en tout cas deux gouvernements en devenir, puisque Henri Konan Bédié a été nommé président du Conseil national de transition. Et cet après-midi, c'est pourquoi il y a eu les événements dont vous avez parlé, il devait y avoir un gouvernement de transition de l'opposition qui est à mon sens très majoritaire, puisque, on ne l'a pas rappelé, Alassane Ouattara, les 95%, c'est environ sur 8 à 10% de taux de participation, ce qui équivaut, je dirais, entre 10 et 15% à son électorat actuel. Donc la situation, effectivement, est de plus en plus catastrophique. Alassane Ouattara qui promet de ne pas faire un troisième mandat, qui revient dessus à la mort de son dauphin, et y va, et qui ne choisit pas un autre dauphin. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre alternative pour Alassane Ouattara ? Bon, il avait dit effectivement qu'il se retirait, et si je me souviens bien, le président Macron l'en avait félicité. Et puis tout d'un coup, il change d'avis, et contre la Constitution qui prévoit que 2 mandats, il veut faire un troisième mandat. Dès lors, on savait qu'on allait, comme on disait tout à l'heure, à la catastrophe, puisqu'il y a eu des manifestations en août, où notamment la leader de la société civile, Paul Chéric, emprisonné pour avoir demandé qu'on respecte la Constitution. Depuis, il y a environ une centaine de morts, plusieurs centaines de blessés, de prisonniers politiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre sujet, c'était les forces spéciales qui sont logées à l'hôtel Sebroco, qui sont dirigées par le frère Ouattara, et qui sont chargés de la répression. Pourquoi ? Parce que l'armée est divisée en deux. Et l'opposition qui a fondé le Conseil national de transition pense qu'une partie des forces armées, ce qu'on appelle les corps habillés, la gendarmerie et la police, vont, comme ça s'est passé dans notre pays, se retourner et se ranger du côté du Conseil national de transition. Un peu un modèle à la Burkinabé au moment de la chute de Compaoré en 2014. Alors justement, à propos de la stratégie de cette opposition, on a entendu dans un sujet un militant PDCI évacué par la police répétant « La rue va commencer maintenant ». L'opposition qui n'a pas réussi à bloquer le pays comme elle le souhaitait parce que les gens ont peur. Alors est-ce que cette stratégie de l'opposition avec ce Conseil national de transition va marcher désormais ? Bon, alors je ne lis pas un bout de cristal, mais effectivement, oui. On parlait de Ouaga en 2014, Compaoré tombé en quelques jours avec un prix humain élevé. Et c'est un peu ce que voudrait l'opposition. Seulement, il est question des forces armées, comme on le disait. Il n'y a plus l'ONUCI, les forces de l'ONU, des Nations Unies de 2011. Le 43e BIMA, la base militaire française, pour le moment, reste complètement neutre. Donc, elle espère, cette opposition, que les forces armées vont se diviser et petit à petit vont se ranger du côté de l'opposition, qui est quand même très, très majoritaire, à mon sens, dans le pays, puisqu'en gros, le FPI de Laurent Gbagbo représente peut-être un tiers de l'électorat. Le PDCI d'Henri Konan Bédié représente aussi un tiers, donc ça fait 2 tiers. Et il reste pour le RDR d'Alassane Ouattara environ, à l'heure actuelle, de 15 à 20%. Donc, vous parlez du scénario burkinabé, mais il y a aussi le scénario gabonais avec Ali Bongo et Ping, et au final, c'est le pouvoir qui a gagné. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question de répression, effectivement, de sang qui coule. Je vous rappelle qu'en août, il y a eu un entretien là-dessus assez animé entre le président Macron et Ouattara, puisqu'il y avait déjà plusieurs dizaines de morts qui avaient été corroborées par Amnesty International. Donc, à partir d'un certain nombre de victimes, dans la presse internationale, ça devient insupportable. Et ces victimes, c'est par qui ? C'est pas du tout des jeunes gens qui s'affrontent. Ce sont des miliciens pro-Ouattara armés de machettes qui sont en parallèle, c'est ce qu'a documenté Amnesty International, en parallèle des forces républicaines, si on peut dire, des forces de l'ordre, vont découper des gens à la machette dans les villages. Donc on sait très bien qui sont les agresseurs en ce moment. Et ce sont les gens, il faut bien le dire, du clan Ouattara. Mais alors, est-ce que dans ce contexte, il est encore possible de négocier avec une opposition qui dit que ce président Ouattara, justement, est illégal, est un président illégal ?
Toujours, toujours. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs dans un entretien avec Denise Epoté, le président Gbagbo. Asseyons-nous et discutons, c'est son leitmotiv, effectivement. Et s'il y a des violences qui montent, à partir du moment, que ce soit avec Alassane Ouattara ou avec ses proches, il y a toujours des discussions possibles, à mon avis. En tout cas, l'Union européenne a exprimé sa vive préoccupation, mais aucune condamnation. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appellent l'opposition à respecter l'ordre constitutionnel. C'est mal parti pour l'opposition qui, visiblement, ne reçoit aucun soutien. Vous savez, la CEDEAO, on l'a vu au moment de la crise 2000-2011, c'est vraiment une coquille vide. Elle suit, comme l'Union africaine, souvent les consignes des chancelleries occidentales et parfois françaises, il faut bien le dire. Donc, elles ont tendance, c'est ce qu'on appelle aussi, en plaisantant parmi les politologues, le syndicat des chefs d'État africains, ils se soutiennent un peu entre eux, quitte à changer complètement de cheval au moment où il y aura un renversement de régime.